Clap. Alors, bonjour à tous, bonjour à tous, bonjour à toutes, bonjour à tous, je sais plus. Bonjour à tout le monde, bonjour à tous les êtres humains qui nous regardent et aux extraterrestres qui sont aussi présents sur la planète, notamment les Skrulls, on vous regarde. Alors hier, j'ai fait une vidéo qui a plutôt bien plu, en tout cas parce qu'elle a fait 3 vues, ce qui est quand même exceptionnel, où je présentais mes comics Marvel. Sauf que je suis également fan de DC Comics, donc je vais vous présenter tout un tas de comics de la marque DC pour vous présenter un peu ma collection et vous dire ce qu'il y a de bien, ce qu'il y a de moins bien, machin. On va commencer par le dernier DC Comics que j'ai lu. Je crois même que je l'ai pas encore fini celui-là. Ouais, je crois que je l'ai pas encore fini. C'est donc Mr. Miracle de Tom King. Alors, pourquoi je l'ai pris ? C'est très simple. Parce que Mr. Miracle, c'est un super-héros qui est un peu moins connu, on va dire, qui est moins connu du grand public, mais qui est quand même assez connu des fans, qui est donc un néo-god, un new dieu, comme on dit, et dans ce comics, en fait, il est en proie avec ce qu'on appelle la dépression. Et la dépression, c'est quelque chose que je connais bien. Donc je me suis dit, pourquoi pas ? Ça peut être un peu gaulerie. Ça ne l'est pas du tout. C'est un des trucs les plus déprimants qui existent sur Terre. Je vais pas trop vous en parler, parce que je l'ai pas fini, en fait, mais en tout cas, de ce que j'ai vu, alors les dessins, faut aimer, hein. Franchement, c'est... Ouais, c'est du hardcore, hein. C'est un dessin très particulier, mais moi j'aime bien. Et alors ce qu'il y a de bien chez Urban Comics, la collection comme ça, c'est qu'en fait ça permet de découvrir des récits complètement cultes de DC Comics, comme la gamme Must Have chez Marvel, sauf que là, ça par exemple, c'est 7,90€ au lieu de payer en format grand format 40 ou 50€. Donc ça c'est formidable. Et notamment chez Urban Comics, j'ai notamment du coup toute la gamme Justice League donc de Geoff Johns, notamment le New 52. New 52, c'est une collection particulière. Alors je vais commencer. En fait, je pense que je vais mettre les trois dans le même panier, dans le sens où, en fait, ça, comme je vous l'ai dit plein de fois hier, c'est une excellente porte d'entrée pour commencer Justice League. Parce que, notamment le tome 1, du coup, ça présente tous les personnages, donc Green Lantern, Superman, Cyborg, Flash, mais franchement, c'est hyper compréhensible. Genre, si tu connais pas le délire, justement, ça te le présente. Et puis en plus, c'est Geoff Johns et Jim Lee. C'est Jim Lee au dessin. C'est bon pour vous ? Geoff Johns, donc, qui est un énorme, immense scénariste de comics chez DC, qui a fait des trucs absolument exceptionnels, notamment Justice League New 52, et regardez les dessins de Jim Lee, non mais sans déconner. Dans quel sens ? Bon, c'est comme ça, on va dire. Voilà. C'est assez ouf. Et vraiment, c'est... Il y a même Green Arrow, enfin, il y a des trucs assez fous en termes d'ambiance, de colorimétrie, de cette façon qui... En fait, ce que j'aime bien avec Jim Lee et Geoff Johns, c'est que c'est une bonne équipe parce qu'ils arrivent bien à découper le récit pour en faire un truc intéressant. Le deuxième tome est assez cool aussi. Mais mon préféré, jusqu'ici, ça restera le troisième parce que c'est celui où il y a vraiment genre le plus de choses qui se passent et le plus de choses intéressantes. On a deux Justice League qui se battent. Ouais. On a la Justice League de base, on a la Société de Justice d'Amérique qui est commandée par Amanda Waller. Celui-ci, le tome 4, qui est le dernier à être sorti, le tome 5 sortira cet été, Inch'Allah. Et vraiment très cool aussi, vraiment très cool, où en fait on a une Justice League méchante qui vient d'un autre univers, qui vient de Terre 3 en fait, et où tout simplement ils arrivent sur Terre, ils battent la Justice League et ils entreprennent de baiser à peu près tout le monde, ce qui est une activité somme toute classique, j'ai envie de dire. Mais du coup, encore une fois, ouais non, je crois qu'en fait c'est celui-ci mon préféré. Ouais, par exemple, vous voyez, dans l'univers de Terre 3, du coup, le syndicat du crime, c'est donc des versions alternatives de nos super-héros de la Justice League. Par exemple, Batman, là, c'est lui qui a tué ses propres parents. Et du coup, il s'appelle pas Batman, il s'appelle Allman, comme la chouette. Et regardez-moi la qualité du dessin. Non mais sans déconner, c'est un truc de fou. Non, donc Justice League, ça c'est une excellente porte d'entrée. C'est, en plus... Ouais, voilà. Alors, les petits sont à 7,90. Le gros, comme ça, il est à 10 balles. Mais franchement, plutôt que de payer 40€, encore une fois, tu payes 10 balles. Et là, j'ai les 4, quoi. Et ça m'a permis de découvrir plein de persos, plein de trucs très cool. Donc, franchement, Justice League par Geoff Johns
Et, euh, Jim Lee, enfin en tout cas pour le premier tome, après c'est d'autres dessinateurs, mais c'est à peu près dans le même style. Voilà, vous pouvez y aller sans aucun problème, sans déconner. Ça, parce qu'en fait, les gens ont tendance à se dire, enfin en tout cas les non-connaisseurs, je veux dire les amateurs, tu vois, les néophytes, quand tu, quand tu lis un comics, ils sont en mode, oui, bon bah ce Spider-Man, ça va plaire aux gamins. Alors que non, quand t'es connaisseur, enfin moi c'est comme ça, au fur et à mesure de lire des comics, je me suis rendu compte qu'en fait tu choisissais un comics comme tu choisis un film ou une série, parce que il y a un scénariste que tu connais, parce que il y a un dessinateur que tu connais. En fait, il faut choisir un film exactement, comme je le disais dans ma vidéo Marvel, exactement comme un film, comme une œuvre au cinéma. C'est-à-dire que il faut qu'il y ait des belles images, il faut qu'il y ait un bon scénario, il faut qu'il y ait des bons dialogues, il faut que ce soit intelligent, il faut que... Alors, intelligent pas nécessairement, parce qu'il y a des comics très 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 cons, et qui pourtant sont géniaux. Est-ce que j'en ai? Ouais, non, non, non. Si, non, j'en ai pas, j'ai que des trucs hyper intelligents. Donc ouais, non, ça c'est assez fou comme porte d'entrée pour la Justice League, c'est vraiment cool. Et après, si jamais ça vous plaît, vous pouvez partir vers d'autres personnages, par exemple, Transition. Si vous aimez Green Lantern, vous pouvez comment... alors ça, je sais pas si c'est une bonne porte d'entrée dans l'univers des lanternes, mais en tout cas, bah ça c'est chef-d'œuvre. Ça c'est chef-d'œuvre en fait. Comment dire Euh, Encore une fois, hein, Geoff Jones au scénario, c'est voilà. On a donc les Green Lanterns. Les Green Lanterns qui représentent la volonté. Sauf que quand je parle un peu à mes potes qui ne connaissent pas les super-héros, tout ça, ils se disent ben oui, ben il y a Green Lantern quoi. Et non, il y a tout un tas de couleurs. Il y a le jaune, le bleu, le rouge, le violet, le rose, l'indigo, le orange, le blanc et le noir. Et chaque couleur représente une émotion. Voilà. Et du coup, en fait, donc ce truc en deux tomes, donc Blackest Night, qui est suivi de l'événement Brightest Day, fait revenir des super-héros et des super-vilains décédés, en fait, avec des anneaux noirs, donc qui représentent la mort, et Necron, qui est donc l'avatar du Black Lantern Corps, et du coup, c'est la guerre entre les lanternes, en fait, tout simplement. Entre les gentils et les méchants, mais du coup, en fait, ils essayent de tous s'allier. Et du coup, ce qui fait qu'aussi des super-héros et des super-vilains reçoivent des super-pouvoirs, notamment avec les anneaux. On a Flash qui reçoit un anneau bleu, Mera qui reçoit un anneau de rage, Lex Luthor un anneau d'avarice, un anneau orange, évidemment l'épouvantail qui reçoit un anneau de la peur, mais c'est beaucoup d'action, en tout cas dans le deuxième tome. Dans le premier, au début, c'est vraiment les pions qui se mettent en place. C'est une invasion, il y a des zombies partout, il y a Batman qui est mort et qui ressuscite, parce que voilà. Ah oui, alors ça c'est un truc, quand vous lisez les comics, il faut s'y habituer. Des fois, il y a des super-héros et des super-vilains qui meurent, vous vous dites, ah, bon, il est mort, mais il va revenir. Et ils finissent toujours par revenir d'une quelconque façon. C'est très rare, c'est très 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 rare qu'un personnage de comics reste décédé. Par exemple, le seul qui est resté mort, c'est Gwen Stacy. En tout cas, dans l'univers 616. Après, dans le multivers, c'est autre chose. Bref. Mais oui, du coup, c'est une histoire qui est hyper rythmée. Parce que on n'a pas le temps de se faire chier, en fait. L'histoire, elle progresse rapidement. Puis en plus, les dessins, vu qu'il y a plein de corps de lanternes différents, il y a plein de couleurs. Et c'est trop beau à suivre. Enfin, non, franchement, regardez-moi les couleurs, quoi. Regardez-moi la colorimétrie. C'est exceptionnel. Donc, ouais, ça, Blackest Night, franchement, exceptionnel. Ça, c'est 10 sur 10, hein, pareil. Alors, ça, c'est nul à chier, par contre. Ça, c'est 3 sur 10. Alors, ça, pareil, c'est ce qu'on appelle un event, un crossover. Ça, c'est. Comment dirais-je? C'est un événement majeur dans l'histoire des comics de DC, en fait. C'est-à-dire que... Oh, pardon. Je me suis mouché, je suis en train de mourir. C'est bon pour vous? Bref. Donc c'est un comics qui est sorti dans les années 80. Hein, 80 ou 90, je sais plus, quelque chose comme ça. Et en fait, c'est donc une histoire, finalement, qui raconte en fait l'Anti-Monitor, un méchant, un bad guy, qui veut tout simplement pulvériser le multivers. Mais vraiment, il veut démonter tout le monde. Et vraiment, il veut qu'il n'y ait plus... parce que dans Marvel, il y a une infinité de multivers. Tu vois, il y a la Terre 1000, la Terre 3000, la Terre 6000. Alors que chez DC, c'est plus simple, il y a 52 terres. Fin.
Il y a 50 de terre dans le multivers, comme ça c'est plus simple, c'est plus concis. Et du coup, Anti-Monitor veut baiser tout le monde. Sauf que bah, les super-héros de tous les multivers sont en mode, bah, on va pas laisser faire ça quand même. Et en fait, sur le papier, c'est une histoire qui aurait pu me plaire, parce qu'il y a plein de personnages, mais en fait, c'est exactement ce que je vous disais hier, c'est qu'en fait, quand il y a beaucoup de personnages, il faut que ça s'équilibre. Et là, il y a trop de personnages, trop de dialogues, trop de trucs, moi j'ai perdu le fil, et c'est... Les dessins, encore une fois, les dessins avant des années 2000, autant sur certains comics, je peux trouver ça magnifique, autant je peux trouver ça pas très beau. Alors, c'est pas non plus laid, tu vois, c'est pas d'une deux, mais, parce que regarde, tu vois, il y a des planches de grand talent, tu vois, mais c'est pas, parce que c'est Georges Pérez qui fait le dessin, donc ça reste quand même assez beau, mais c'est pas une histoire que j'ai trouvé, franchement, ça c'est 3-4/10 au grand max, hein, j'ai pas kiffé. Ah, j'ai pas, non, là, j'étais pas dans le délire. Grant Morrison, All-Star Superman. Alors ça, pareil, hein, ça c'est 10/10. Parce que les connaisseurs le savent, mais les gens qui connaissent pas, ils se disent ouais, oh, Superman en comics, je sais pas, ça m'intéresse pas, le super-héros, il est trop puissant, il y a pas de débat en fait, il y a pas de défi. Et si, parce que là, dans ce récit justement, Superman va mourir. Superman est condamné à mort, il est malade, et du coup il essaye de réaliser tout un tas de travaux surhumains, mais vraiment surhumains avant de mourir, et c'est hyper émotionnel, c'est la base même de Superman, on a tout, on a la relation avec Lex Luthor, on a la relation avec Lois Lane, c'est brillamment dialogué, c'est brillamment écrit, c'est émotionnel, c'est un super comics pour Superman, sans déconner, et puis alors les dessins sont oufissimes, on a vraiment... en plus, on a Lex Luthor. Moi, j'adore Lex Luthor. Enfin, ouais, c'est Grant Morrison, forcément, au scénar. Donc, tu vois, les dessins sont assez ouf. Non, non, c'est exceptionnel comme comic. Ça, c'est 10/10. Hein. Mais alors, il y a encore mieux. Il y a 27/10. Alors, ça, pareil, c'est probablement top 10 des récits cultes de tout DC Comics si on prend tous les univers mélangés. C'est du coup Kingdom Come, donc avec Mark Waid au scénario et Alex Ross au dessin. Si vous connaissez un peu les comics, tout ça, Alex Ross, il a une façon de dessiner qui est... Mais en fait, c'est presque de la peinture, en fait. Tu vois. Ouais, je sais même pas comment définir ça, en fait. C'est même pas de la peinture, c'est du dessin, mais on sait pas trop en fait, tu vois. Il y a une façon de dessiner qui est unique en fait. C'est-à-dire que c'est tellement unique que quand tu regardes du Alex Ross, tu sais que c'est Alex Ross, tu vois. T'as pas besoin de... Mais puis même au-delà de ça, alors les dessins sont sublimissimes, mais sublimissimes. Ça c'est l'un des plus beaux dessins que j'ai vu chez DC Comics, hein. Avec peut-être Nightwing et Batman Silence, mais ça c'est autre chose. Et non, c'est assez ouf parce que... comment vous expliquer ça? Euh, c'est donc une histoire qui se passe plusieurs années dans le futur, où les grands super-héros ont plus ou moins en retraite, mais voilà, on sait pas trop. Et en fait, il y a une bande de super-héros qui rase une ville, en combattant un méchant. Et du coup, Superman, Batman, tout ça, ils sont en mode, bah, oh, ça va pas le faire là frérot. Non, non, non. Et du coup, ils essayent de les combattre et du coup, ça donne lieu à de grands combats, de grands débats, encore une fois sur les super-héros, etc. C'est un monde qui a plus d'espoir, un monde déprimant, un monde gris. C'est immense comme comics. C'est un comics qui pose des questions énormément essentielles et intéressantes sur la base même de l'héroïsme du super-héros. C'est probablement l'une des meilleures versions de Superman qui ait existé, je pense, depuis 70 ans, 80 ans de comics. C'est immense, c'est immense. Sans déconner, Kingdom Come, les dessins, je sais qu'il faut aimer. C'est un dessin très particulier, moi je trouve ça sublime, mais il faut aimer. Mais si vous avez envie de commencer DC Comics, vous pouvez commencer par Kingdom Come, c'est immense. C'est probablement l'un des comics les plus intéressants et les plus traumatisants que j'ai vus de ma vie entière. Alors ça c'est nul. Non, alors ça c'est exceptionnel. Ça, Justice League crise d'identité. Pourquoi c'est exceptionnel? Parce que en fait, comment vous expliquer ça? C'est tout ce que j'aime. C'est-à-dire, c'est de l'action, c'est
une enquête avec, du coup, en fait, le postulat de base, c'est il y a plusieurs Justice League. Il y a la Justice League, la Société de Justice d'Amérique, les Teen Titans, etc., etc., etc. Il y a plein d'équipes. Et donc, la femme de Ralph Dibny, dans Extensiman, comme on dit dans la langue de Shakespeare, est tuée. Bon, donc là, Extensiman, oh, un peu tristoun, un peu chafouin. Et du coup, vu que apparemment c'était une femme superbe et très gentille et très cool, toute la Justice League, toutes les équipes de super-héros viennent à la cérémonie. Du coup, tous ceux qui sont enquêteurs, Mister Terrific, Atom, Batman, tout le monde enquête pour savoir comment cette personne est morte en fait. Parce que c'est pas normal. Et je vous en dis pas plus, mais il y a des fausses pistes, parce que le tueur lance sur d'autres super vilains alors que eux ils ont rien fait. C'est brillantissime d'écriture. Le seul point noir, c'est la fin. La fin et le dénouement, et je le trouve nul. C'est-à-dire que en fait, quand on apprend qui est le tueur, pour moi, ça n'a pas de sens. Pour moi, c'est pas intéressant à suivre. Genre, littéralement, j'aurais pris n'importe qui comme tueur ou comme tueuse, hein, mais alors là, vraiment, c'était pas bien. Après, par contre, le dessin reste exceptionnel, de très bonne facture, hein, on est, voilà. De toute façon, chez DC, tout le monde s'est plus ou moins aligné sur le style de Geoff Johns et tout ça, en termes d'histoire, de visuel, c'est les New 52, les comics Justice League que je vous ai montré en début, c'est vraiment la base en fait. Et après, tout s'est arrangé, tout s'est construit pour être un peu dans le même délire. Alors, il y a des comics qui sont très différents, tu vois, mais ouais, non, c'est assez fou. Franchement, c'est assez fou, ouais. C'est très émotionnel. L'enquête est très, très, très intelligente à suivre. Juste le dénouement est pas très bien. Mais ça, après, voilà. Alors, en format poche, Flashpoint. Donc là, les puristes vont me dire mais il faut pas le prendre en format poche, parce qu'il y a plein d'histoires que t'as pas. Oui, mais j'ai la base de l'histoire, donc ça, c'est déjà, ça me suffit amplement. Alors, Barry Allen, si vous avez vu cette énorme merde qui est le film Flash, a perdu sa maman. Très triste. Sa maman décédée. Ah, moins bien ça. Et du coup, à un moment donné, il se réveille dans un univers, il a plus de pouvoir, il a plus rien. Et là, il se dit, ah, bizarre. Wonder Woman et Aquaman se font la guerre pour une histoire de mariage chelou. La Justice League n'existe pas. Cyborg est le plus grand héros de la Terre. Et Superman n'a jamais atterri dans le Kansas, mais il a atterri à Metropolis. Donc, en gros, une vie de merde. Et Batman n'est pas Bruce Wayne, mais son père. Et le Joker, sa mère. Pouah, bref, un comics de ouf. Et du coup, en fait, plus il rentre dans cet univers, plus il dit bon bah faut peut-être essayer de le sauver parce que bah quitte à être dans un univers où c'est la merde, autant faire de l'héroïsme. Sauf qu'en fait, au bout d'un moment, arrive lui. Et si vous suivez ma chaîne depuis quelques temps, vous savez que cette personne c'est Eobard Thawne, le Reverse Flash, alias le plus grand méchant de toute l'histoire de la pop culture. Oui, au-dessus du Joker, oui, au-dessus de Thanos. C'est un méchant psychopathe, calculateur, réfléchi, intelligent. C'est un malade mental. C'est bon pour vous? Et du coup, en fait, tout simplement, Reverse Flash se dit, bah oui, c'est moi en fait. C'est moi qui ai fait en sorte que en gros, ta mère ne soit pas morte. C'est un peu plus compliqué que ça, mais en gros, il dit, oui, c'est moi, Barry, c'était moi depuis tout le temps, machin. Et du coup, Barry revient dans le temps pour que sa mère soit décédée et remettre toutes les choses dans l'ordre, ce qui amène à un reboot du multivers avec les New 52. Voilà. Mais ça reste quand même un comics très émotionnel, avec beaucoup d'action notamment à la fin. Ça, alors je sais qu'en version en grand format, il doit y avoir bien plus de dessins, bien plus d'histoires, mais en tout cas la base est là dans ce petit format, et c'est un comics qui est une très bonne, je vais le dire 1700 francs, mais c'est une très très bonne porte d'entrée si vous voulez commencer les comics Justice League ou les comics Flash, parce que ça va permettre de connaître le personnage, de connaître la base de ce qu'est Flash, de ce qu'est l'héroïsme, et franchement c'est assez intéressant à suivre. Les dessins, encore une fois, hein, c'est Geoff Johns au scénario, voilà, exceptionnel. Franchement, en plus, Reverse... De toute façon, c'est très simple. Les comics sur les Reverse Flash, de toute façon, vous posez pas de questions, vous y allez. Voilà.
Ouais, alors ça... Putain. Ça, c'est horrible parce que je sais que tout le monde a adoré ça. Tout le monde. Tout le monde a surkiffé Batman The White Knight. Et il n'y a pas de souci, les gars. Il n'y a pas de souci. Pas moi. Genre, c'est un très bon comics, hein, c'est pas la question. Et puis en plus, voilà, c'est Sean Murphy, c'est lui qui fait les dessins et le scénario, donc ça c'est assez cool. Les dessins sont... Ils sont beaux, mais moi c'est pas mon délire. En fait, le Joker fait de la merde, comme d'habitude, il bute des gens, et Batman, au coup d'un combat, lui bourre la gueule avec des médocs, et oh, le Joker semble guéri. Bizarre, bizarre, me direz-vous. C'est étrange. Et vous avez raison. Et en fait, ça pose toutes les questions sur la base même de Batman, sur qu'est-ce que c'est Batman, que doit faire Batman, est-ce que Batman est une bonne chose, parce que du coup, le Joker se lance, enfin Jack Napier du coup se lance en politique, il dit que Batman est la cause des problèmes, et tout le monde le suit en fait. Après, je sais qu'il y a d'autres comics qui suivent cet univers, mais c'est une véritable question, et ça pose une hypothèse qui est très intéressante dans l'univers de Batman. J'en avais parlé quand j'avais fait une vidéo en audio sur Batman. Ça pose une théorie que, en fait, Batman, rien ne pourra jamais changer à Gotham City. C'est-à-dire qu'il aura beau les battre, il aura beau les mettre à l'asile d'Arkham, Batman ne pourra jamais s'arrêter parce qu'il a envie d'être Batman. Bruce Wayne... Batman, c'est sa vraie identité. Il a envie d'être Batman, il a envie de tabasser des criminels parce qu'il a une rage et une colère en lui qui ne s'arrêtera jamais. Et en même temps, Batman est la cause et la solution des problèmes de Gotham City. C'est-à-dire que Gotham City avait déjà des problèmes de corruption, de criminalité, que Batman a essayé de guérir, sauf que maintenant certaines personnes ont voulu devenir des super-vilains pour combattre Batman. Et maintenant, si Batman s'arrête, la ville, c'est la merde. Donc c'est un cercle vicieux qui ne s'arrête jamais. C'est un comics qui, thématiquement, est très intéressant. Politiquement, il ouvre beaucoup de portes. Il pose beaucoup de questions. Mais personnellement, c'est pas un truc qui m'a laissé un souvenir de fou. Les questions qu'il pose sont intéressantes, mais le scénario en lui-même, je sais pas, j'ai du mal avec le bordel. Continuons dans le Batman. C'est quoi, on va faire tous les comics Batman d'un coup, comme ça on va être bien. Alors ça, traumatisme absolu. Absolu. Vous savez que je suis, en France en tout cas, possiblement l'un des plus grands fans du film The Batman de Matt Reeves avec Robert Pattinson, Paul Dano, Colin Farrell, etc. etc. J'ai l'affiche là-bas. Je trouve que c'est le meilleur film sur la chauve-souris. C'est un film qui a compris son sujet, tout en réussissant à être intelligent, politique, divertissant. Ça pose plein de questions que je trouve brillantissimes. Et du coup, le Riddler dans ce film, l'homme mystère, est interprété par Paul Dano. Paul Dano qui est un très grand acteur américain que vous avez connu notamment dans Little Miss Sunshine. Voilà. Et lui, il a décidé de faire un comics sur les origines de son personnage, avant The Batman. De savoir qu'est-ce qui a pu se passer pour que Edward Nashton, voilà, devienne ce psychopathe qui décide de buter des riches et d'inonder Gotham. J'en dirai pas plus, c'est un comics qui est... Alors les dessins sont... Moi je trouve que ça va parfaitement à l'ambiance de The Batman, parce que The Batman est un film avec notamment probablement la plus belle photographie de l'histoire des films de super-héros, mais c'est brillantissime. C'est 10 sur 10, sans aucun putain de doute. Ça, si vous aimez pas les comics, justement, je vous conseille de lire ça, parce que ça, c'est un thriller psychologique, et en même temps, il n'y a pas beaucoup d'action, mais c'est pas ce qu'on demande. Ça, c'est assez fou. Et surtout, ça, c'est un truc qui est hyper important quand vous écrivez des comics Batman, c'est l'ambiance et le visuel. Autant dans certains comics, si les dessins sont passables, mais qu'il y a des bons dialogues ou un bon scénar, ça passe. Batman, si t'as pas des bons dessins, c'est moche. Ça ne sert à rien, c'est juste du caca. Mais ça, c'est exceptionnel. C'est exceptionnel comme comics. Ensuite, alors, je vais passer là-dessus assez rapidement. Ça, c'est donc, comme je vous ai présenté hier l'anthologie de Captain America, ça, c'est donc tous les comics Batman de 1987.
Donc voilà, donc vous avez plein d'auteurs différents. Vous avez notamment, voilà. Là, c'est des vieux dessins, mais c'est des vieux dessins beaux. C'est esthétique. Moi, ça me parle. Je trouve ça beau. Donc ça, c'est très cool, très mignon. Assez kitsch, mais kitsch bien. Alors ça... Donc je mets les deux... Alors ça, c'est ce qu'on appelle un recueil. C'est-à-dire que la collection des Arkham, c'est des collections, en fait, tout simplement pour vous présenter des récits avec un ou plusieurs personnages. En l'occurrence, là par exemple dans celui-ci, que j'ai préféré à l'autre, Mr. Freeze, qui est mon méchant de Batman préféré avec Gueule d'Argile et l'Homme Mystère. Même si l'Homme Mystère est pour moi le meilleur des trois, mais bon bref. J'aime beaucoup. Alors les premiers comics datent des années, voilà, avant les années 2000, donc voilà, c'est très kitsch, c'est très simpliste dans le scénario, mais c'est assez plaisant à suivre. Par contre, à la fin, on est vraiment dans les comics des années 2000 et franchement, je trouve ça brillantissime. Vraiment, on est dans des comics, voilà, on est dans des trucs magnifiques. Ça permet de bien comprendre qui est Mr. Freeze, que c'est pas simplement un méchant, ça reste un bon gars, non, parce qu'il tue des personnes, donc les gens qui tuent des gens, moins sympa. Mais ça reste intéressant à suivre, et franchement, si vous connaissez pas trop les méchants, je vous conseille bien cette série, qui est très cool à suivre. Au contraire de Double Face, que vraiment celle-ci, j'ai pas détesté, parce que ça reste quand même de très bonne facture. Voilà, on est pareil dans pas mal de comics que je trouve assez beaux, mais c'est pas non plus... pas grand chose à dire dessus, quoi. C'était bien, mais c'était genre 5-6 sur 10, tu vois. Ça m'a pas laissé un souvenir indubitable, quoi. Alors, hop. On va prendre tous les Batman et on va tous les choisir. Ça c'est intéressant, ça. J'ai eu ça à Noël. À mon anniversaire, pareil. À mon anniversaire de mes 21 ans, par ma pote Marie qui m'a offert ça. Très bon comics. Assez court, mais il y a plusieurs petites histoires. Alors qu'on des suites, hein, évidemment. Mais c'est assez cool. On a du Batgirl, on a du Robin, on a du Nightwing, dont on parlera plus tard. Il y a plein de styles de dessins différents. Ouais, non, ouais, regardez, c'est assez beau, je trouve. Hein. C'est assez artistique, donc ouais, non, très cool. Très cool, ce petit Batman. Ça, je l'ai eu. Scott Snyder, hein, pour ceux qui savent, voilà. Ça, trauma. Trauma as fuck. Batman dans The Last Night on Earth. Ça, j'ai eu ça à Noël. Alors, ça, c'est un chef-d'œuvre. Hein. Ça, c'est un chef-d'œuvre artistique, scénaristique, tout ce que tu veux. Voilà, je vous présente. Hein. C'est une sorte de version dans un futur post-apocalyptique, on sait pas trop. Batman, il a la tête du Joker dans une lanterne. Les Green Lanterns, c'est des sortes de bébés géants. Ça n'a rien de sens. C'est glauquissime. Mais glauquissime. Hein. Mais c'est un putain de chef-d'œuvre. C'est exceptionnel. Ça, je pense que c'est potentiellement le meilleur comics à ce jour sur Batman. Et je ne mens pas. On est donc sur Jeff Loeb au scénario, mais surtout, Jim Lee au dessin. Encore une fois. Pour vous donner un ordre d'idée de quoi que ça parle, c'est donc Batman, voilà, qui vit ses petites affaires, quoi, kidnapping d'enfants, drogue, trafic, machin, etc. Sauf que un jour, il se rend compte que Catwoman avait été pris dans une merde. Il décide de la poursuivre et en plein vol, son grappin se coupe. Bizarre, très bizarre ça. Qui pourrait couper mon filin? Et du coup, au fur et à mesure du comics, il affronte plein d'ennemis pour remonter à la source de ce truc, de ce méchant qui est en train de tirer les ficelles. Il y a plein de fausses pistes, mais en même temps, c'est de l'action, c'est du mystère. Il y a le côté enquête de Batman. Il y a surtout, et c'est l'un des trucs les plus importants dans ce comics, Batman qui se met dans une vraie relation avec Catwoman, et une vraie relation
émotionnelle et touchante et mignonne et vraiment cool, mais c'est absolument putain de brillant. Sans déconner, c'est le truc le plus oufissime que j'ai lu de Batman. C'est très dur comme ça de vous l'expliquer sans vous spoiler, mais en gros, tu vois tous les ennemis un peu connus de Batman, qui sont dans leur jus, c'est tout ce qu'on aime. On a du Killer Croc, il y a l'homme mystère, il y a Joker à un moment donné aussi. Enfin, à un moment donné, bah voilà. Il combat Superman qui est manipulé. Vous avez voilà, des passages avec son meilleur ami, des flashbacks un peu en mode encre que je trouve magnifique. Voilà, voilà, regardez-moi. Ose le mec qui lit ce livre et qui me dit non, c'est moche. C'est quelqu'un qui est aveugle. Parce que ça, Jim Lee, c'est le plus. Il a beaucoup dessiné chez X-Men aussi, Jim Lee. C'est immense. C'est exceptionnel. C'est la meilleure œuvre de Batman qui existe à ce jour. Alors peut-être qu'il en existe des meilleures, mais je ne l'ai pas encore lu. Mais franchement, c'est quelqu'un qui a compris le personnage, qui a compris son univers. L'ambiance est folle. Et puis. Même pour le coup, là, le dénouement, il est très inattendu, mais j'aime plutôt pas mal le dénouement, on va dire. Je trouve que le dénouement est assez cool, tu vois. Non, mais sans déconner, guette-moi cette planche, frère. C'est exceptionnel. C'est formidable ce que je vous propose là. C'est du grand comics. Moi, toute ma vie, je me battrais pour que le comics soit reconnu comme de la vraie littérature, avec des enjeux, de la politique. Enfin, ouais. Alors là, on va essayer de passer très vite parce qu'on en est déjà à 30 minutes de vidéo. Il me manque 1, 2, 3, 4... Oh, 4 comics, on peut prendre un peu de temps. La collection, du coup, Batman One Bad Day, qui, du coup, pareil que la collection Batman Arkham, essaye de nous présenter, donc, l'univers d'un méchant en particulier, l'univers de son combat même avec Batman, de pourquoi, enfin, en gros, ça nous présente un méchant. Voilà. Pourquoi il est méchant, qu'est-ce qu'il fait dans la vie, avec des histoires originales, mais en même temps, on plonge dans la psyché du personnage et tout. Je vais commencer avec celui-ci, qui est peut-être celui que j'ai le moins aimé. Non, c'est le pingouin que j'ai le moins aimé. Alors, du coup, dans ce comics, donc, en fait, Bane, donc, n'est plus méchant. Il fait des combats de catch. Bon, pourquoi pas. Moi, c'est un truc qui me casse les couilles de rendre les méchants gentils, mais bon, pourquoi pas. Et en fait, il se rend compte qu'il y a des gens qui sont en train de fabriquer du venin, donc de la drogue qui l'a rendu fou, etc., etc., etc. Et du coup, il contacte Batman pour lui dire, bah gars, on va aller leur péter la gueule parce qu'en fait, genre flemme quoi, tu vois, genre pas envie qu'il y ait du venin. Et le récit, c'est juste ça. C'est pas plus que ça. Mais alors, les dessins sont à un niveau de détail que je trouve magnifique. Il y a beaucoup d'action, parce que du coup, c'est Bane, donc c'est très brutal, c'est très... tu vois, faut que ça tape fort, tu vois. Mais je trouve ça émotionnel, je trouve ça très fort dans la psyché de Bane de comprendre que Bane, c'est pas juste les muscles et la bagarre, c'est autre chose. Donc ça, si vous voulez connaître vraiment le personnage de Bane, je vous conseille ça, c'est très très cool. Ça, pareil, alors, le pingouin, bon, moi j'aime bien le pingouin. De toute façon, j'aime tous les méchants, tous les super-héros, il n'y a pas de problème. Mais le pingouin, en fait, dans ce comics, il essaye de reconquérir son empire de Gotham City. Alors, bon, pourquoi pas, me direz-vous. Les dessins sont, ma foi, plutôt magnifiques, j'ai envie de vous dire. Ils sont très très beaux. Mais, le scénar, je le trouve un peu trop simple, j'ai envie de te dire. C'est pas quelque chose qui me... C'est pas un truc qui m'intéresse, en fait. C'est-à-dire que la collection One Bad Day, comme je vais vous la présenter avec les autres, elle est tellement ouf que, en fait, le récit du pingouin, il me paraît un peu en dessous des autres, tu vois. Il est pas mauvais, mais il me paraît un peu en dessous des autres. Donc, ouais, bon, voilà. Non, ça c'est le meilleur, on en parlera en dernier. Ah, ça, putain, ça c'était cool. Ça c'était génial. Gueule d'argile, sans déconner, mais alors ça, mais c'est ouf, mais c'est véritablement ouf, parce que
Batman, du coup, après que Guldargil ait voulu tuer à peu près 700 000 personnes à Gotham City, lui le laisse tranquille, lui dit bah écoute, va vivre ta vie, essaye de devenir acteur, voilà, je te laisse faire ce que tu veux. Sauf qu'en fait, c'est un méchant, donc il finit par tuer 9 personnes en une journée. Donc là, Batman le retrouve pour le confronter. Voilà. C'est magnifique. C'est exceptionnel. Et le scénario, c'est du coup Basil Carlo, du coup Gueule d'Argile, qui essaye de devenir acteur, sauf que il se fait toujours piquer la réplique ou piquer le rôle par quelqu'un. Du coup, il décide, parce que c'est un métamorphe, il décide de les buter, de prendre leur place. Et il devient complètement fou. Et c'est une véritable plongée dans la psyché du personnage que je trouve brillantissime. Ça m'a laissé un souvenir irrémédiable. Vraiment, c'est un putain de souvenir de lecture, ça. Je m'en rappelle, c'était exceptionnel. Pareil pour celle de Mr. Freeze, que je trouve, alors certes, beaucoup plus artistique, beaucoup plus beau en termes de dessin, mais où on se rend vraiment compte que, en fait, Mr. Freeze, c'est tout simplement un mec qui voulait sauver sa femme. À la base. Après, des fois, il a voulu se venger de Batman, il s'est allié avec des méchants, etc., etc. Mais ça reste quand même un gars qui, à la base, il est devenu, c'est devenu un glaçon. En fait, c'est devenu un iceberg. Parce qu'il a fait une petite connerie avec des dosages, mais tout se passe bien sinon. Mais ouais, très 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 bon comics. Très 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 bon comics. La collection One Bad Day, si vous voulez connaître les méchants de Batman, c'est excellent. Alors je sais que j'ai pas toute la collection parce qu'il y a notamment Double Face, il y a Ra's al Ghul, il y a Catwoman aussi, mais c'était pas des trucs qui m'intéressaient. Et on finit par le meilleur de cette collection. Et alors le meilleur, l'Homme Mystère. Ça, c'est Tom King. Très 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 grand scénariste. Très 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 grand scénariste. C'est euh, en fait, alors c'est glauque. Hein. Par contre, mise en garde, les comics Batman, c'est glauque. C'est glauque. Alors à part quand il y a les Robin et Nightwing qui ramènent un peu de vie, et un peu d'humour et un peu de légèreté, sinon c'est glauque, c'est déprimant, c'est triste, c'est dépressif. Franchement, si vous avez une tendance à être un peu déprimé comme moi, ne lisez pas du Batman. C'est pour ça que Batman, j'en lis, mais très éloigné. Genre, j'en lis deux trois et après, pendant 6 mois, je lis que des trucs drôles, parce que... Et si vous voulez être heureux, lisez du Spider-Man ou du Nightwing, parce que pour le coup, ça, c'est bien, quoi. Mais alors, donc ouais, donc, c'est des dessins qui sont absolument magnifiques. Alors, c'est très glauque, hein, par contre, hein, ça, je vais pas vous le cacher. C'est horrible, parce que vous savez, donc, que chaque... méchant de Batman a ce qu'on appelle un mode opératoire en criminologie. Oui, parce que je suis détective privé en fait. Et le mode du Sphinx, de l'homme mystère, c'est à chaque fois qu'il fait un meurtre ou un cambriolage ou un vol, il laisse un indice. Une énigme, voilà, quelque chose pour le retrouver. Sauf que là, il tue quelqu'un en pleine rue. On ne sait pas pourquoi. C'est pas pour lui voler de l'argent, c'est pas un mec riche, il tue quelqu'un et il n'y a pas d'indice. Et du coup, tout le comics, c'est ça. C'est Batman qui essaye de savoir, mais gars, qu'est-ce qui t'arrive là? Pourquoi tu ne me laisses pas d'indice? Ça te ressemble pas? Et à la fin, il y a une scène que je trouve probablement une des meilleures scènes que j'ai lues de toute l'histoire des comics, où en fait, tout simplement, bah, Batman et l'homme mystère discutent, et en fait, l'homme mystère lui dit, mais en fait, t'es à ma merci, en fait, t'es qu'une merde, et si je te laisse pas d'indice, t'es perdu, et ça voudrait dire que je peux tuer n'importe qui, n'importe quand je le veux. J'ai le pouvoir sur cette ville, en gros. Et là, Batman est en mode... Voilà. C'est... C'est ouf. C'est franchement, c'est... Là, je revois des images, et ça me... Ouais, la confrontation finale. Là, c'est une dizaine de pages, la dernière scène. C'est l'un des trucs les plus intelligents que j'ai lu en termes de dialogue de comics, sans déconner. C'est exceptionnel ça. One Bad Day, le Sphinx, formidable. Voilà. On a fini pour les comics Batman. On passe au suivant. Et je crois que d'ailleurs je pense que j'ai un peu moins de comics d'ici que de comics Marvel. Mais j'aime les deux. Alors ça, c'est l'un des derniers trucs que j'ai lu aussi. Ça, c'est Tom King, hein. Alors ça part d'un postulat que je trouve ouf. C'est en fait quand les super-héros et les super-héroïnes sont fatigués,
après un combat, qui sont brisés psychologiquement, physiquement, qui ont besoin de repos. La Trinité, donc Superman, Batman, Wonder Man, tout ça, ils ont créé un espace. Un espace dans le Kansas, voilà, un petit Airbnb, machin, pour qu'ils puissent se reposer, et en même temps, il y a un truc de réalité virtuelle pour avoir de la thérapie, pour surmonter leurs problèmes, leurs craintes, leurs peurs, etc. Donc là, déjà, le postulat de base est hyper intelligent. Et ça me parle. Parce que ça reprend d'ailleurs, alors dans l'idée, hein, une des meilleures scènes des Indestructibles 1. C'est-à-dire que pas mal de fois dans le comics, on a justement du coup les super-héros et les super-héroïnes qui sont face caméra et qui en fait sont au confessionnal. Et elles se confessent, elles se disent bah, moi je suis Harley Quinn, je suis venu pour ça, machin, etc. etc. Sauf qu'en fait, tadam, coup de théâtre, il y a des morts. Genre tout le monde est massacré. Tous ceux qui logeaient dans ce petit Airbnb, dans le sanctuaire, comme on l'appelle, tout le monde est tué. Donc là, Batman, Superman, Wonder Woman, tout le monde est en mode putain, c'est qui l'a tué? Et du coup, il y a toute une enquête, bah, comme dans Crise d'identité que je vous présentais plus tôt, il y a toute une enquête pour savoir qui a tué. Et là, pour le coup, pour moi, c'est un 7 sur 10, c'est uniquement un 7 sur 10, parce que tout le récit est incroyable, les scènes d'action sont très peu nombreuses, mais elles sont juste, sont faites comme il faut, elles sont au bon moment. Le récit est... Et il faut savoir que le comics, c'est comme du montage, en fait. C'est-à-dire qu'une case, tu fais ton choix de cadrage, ton choix d'éclairage, ton choix de montage, de montrer cette image plutôt qu'une autre, enfin bref. Et du coup, je trouve que le récit est bien découpé. Il est très intelligent, les scènes de confessionnal sont tantôt très marrantes, tantôt très émotionnelles. Mais pourtant, le dénouement, je le trouve à chier. Genre vraiment, quand t'apprends, bah du coup, qui a tué tout le monde, je ne comprends pas. Je ne comprends pas pourquoi ils aient fait ça. Sincèrement, j'aurais préféré que ce soit genre autre chose. Parce que pour le coup, bah vraiment, le dénouement, je suis en mode, ouais, ça fait un peu ouin-ouin, quoi, tu vois. Mais sinon, je trouve ça, je trouve ça magnifique. En termes de dessin, c'est... Bah, on a Booster Gold, qui est un super personnage, qui est très important dans ce récit. Ouais, voilà. Vous voyez, c'est très 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 beau. Hein. Franchement, c'est assez ouf. Donc, ouais, non, ça, franchement, vous pouvez y aller sans... En plus, c'est un one-shot, c'est un récit complet. C'est exceptionnel comme comics. Ça, c'est nul. Non, en fait, j'étais dans un bon mood et j'avais envie de lire du Flash, parce que, bah, pourquoi pas. Et en fait, bah, c'est pas très bien. Voilà. Autant, en termes de dessin, c'est pas si mal, j'ai envie de dire, dans le sens où bah, y a quand même des planches assez ouf. Ça respecte bien le personnage de Barry, c'est très léger, même si ça arrive quand même parfois à être un peu émotionnel. Mais c'est pas très bien en termes de scénar. Il y a trop d'histoires, trop de trucs, je m'y perds. T'as les Lascars et en même temps t'as le pote de Flash qui se dédouble, qui meurt. Enfin, pas intéressant. Ça, tu vois, je suis pas sûr d'acheter les autres tomes, quoi. C'est... Et pourtant, Flash, c'est super, hein. Et quand il est dans les autres comics, je l'adore. Mais, ouais, non, c'est pas un truc qui m'intéresse, en fait. C'est que... Bah, le comic, c'est pas méga intéressant, tu vois. Il est beau, hein. Visuellement, il est beau, mais... Scénaristiquement, c'est pas très qualitatif, j'ai envie de te dire. Hein. Donc, ouais, non. Franchement, pas ouf. Ça, bon, bah alors ça, Tom Taylor. Alors ça, Tom Taylor, on va en reparler à la fin. Donc là, c'est le tome 2 de Dawn of Titans, donc les Teen Titans. J'ai le tome 1 aussi, mais je l'ai prêté à mon frère. Ça, ça rentre dans ce que j'appelle les chefs-d'œuvre de comics. C'est-à-dire que ça coche toutes les cases, mais toutes les cases de ce que doit être un comics. Donc du coup, Dawn of Titan, pour vous donner un ordre d'idée en fait, la Justice League n'existe plus, et du coup les Teen Titans en gros deviennent l'équipe de super-héros principale. Alors, plein de sous-scénarios, mais globalement c'est ça. Et du coup, bah, Nightwing est un peu en mode, bon, un peu de pression quoi. Mais le gros point fort
de ces deux comics, du coup, surtout le tome 2 qui est encore meilleur que le premier, c'est que les personnages sont hyper attachants. Mais tous, hein. Enfin, Tempest, Donna Troy, enfin Wonder Girl du coup, Nightwing, Cyborg, Beast Boy et Raven, Starfire, tout le monde est méga attachant. Les scènes d'action, elles sont exceptionnelles parce que c'est ce qu'on aime dans Avengers en fait. C'est que c'est hyper, c'est du travail d'équipe, tu vois. Il y en a un qui donne un coup, puis l'autre, pam 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 pam, tu vois. C'est le récit est découpé bien comme il faut. Mais et puis les dessins de Tom, enfin c'est assez fou. Pourquoi c'est pas Tom Taylor qui est au dessin, je dis n'importe quoi. Parce que Tom Taylor du coup est le scénariste de la série Nightwing dont on a parlé en dernier, mais je trouve ça brillant. Sans déconner, ça c'est une excellente porte d'entrée dans l'univers des Titans parce que moi je connaissais pas du tout. Enfin si, je connaissais évidemment les Titans parce que j'ai lu plein de comics où ils étaient, mais j'avais jamais lu deux comics sur eux en fait. Et franchement, ça c'est exceptionnel. C'est voilà, il y a des moments très émotionnels et en même temps c'est très léger dans l'humour, dans les dessins c'est magnifique. Regardez-moi ça. Parce qu'en plus du coup dans ce comics, dans le tome 2 en tout cas, il y a toute la planète, en tout cas une grande majorité, qui se transforme en animaux. Tout le monde est contaminé, il se transforme en animaux. Donc, problème. Mais du coup, c'est ouf. Là en plus, t'as la meilleure scène où Nightwing va aller voir Amanda Waller, cette grosse connasse. Hein, si vous connaissez l'univers des comics, c'est une grosse connasse. Donc ouais, non, ça c'est exceptionnel. Hein. Donne notre titan. Et alors, oh putain, ça, alors ça mon gars, sans déconner quoi. Oh, Nightwing Infinite. Alors ça, j'ai fait une vidéo il y a, je crois, 1 ou 2 ans sur mes 5 super-héros préférés. Si j'avais fait une vidéo sur mes 10 super-héros préférés maintenant, Nightwing y rentre dedans, grâce à cette série. Ça, c'est 10 sur 10. Hein. Mais vraiment, c'est du coup Tom Taylor qui fait le scénario. Ouais, c'est ça. Bruno Redondo au dessin. C'est un putain de masterclass. C'est-à-dire que c'est divertissant, c'est émotionnel, c'est mignon, parce que il est en couple avec Batgirl, donc c'est tout mignon, ils font des bisous et mieux. Il y a de l'action, il y a des scènes, mais qui sont extrêmement bien écrites, qui sont putain de touchantes. Dans le tome 1, il y a une scène avec Superman et Nightwing que je trouve superbe. Dans le tome, je crois, 2 ou 3, t'as une scène avec Superboy, enfin le fils de Superman. T'as des scènes avec Batgirl qui sont hyper mignonnes, sans déconner. C'est un des trucs les plus oufissimes que j'ai lu en fait de ma vie, mais entière quoi. C'est du 10 sur 10. Je vois pas comment dire. Enfin, attends, je vais essayer de te montrer. Moi, les dessins quoi. Les dessins, c'est. Et alors, ça c'est le tome 4, il y a probablement une des meilleures scènes qui existent dans l'histoire des comics. Il y a une scène, je vais essayer de te la retrouver parce que ça va pas le faire sinon. C'est tout à la fin, je crois. Il y a une scène devant la tombe de Alfred, oui, parce que Alfred Pennyworth est décédé, entre Batman et Nightwing. Je ne vous en dis pas plus. C'est une scène où en gros, Batman lui dit oui, bon. Je sais que j'étais un peu un connard avec toi et tout, mais je suis fier de toi, t'es un gars bien. Et le gars lui dit, merci, je t'aime papa. Alors ça c'est exceptionnel. Mais ouais, non, Nightwing, je peux pas, pour moi, les 4, alors j'ai pas encore lu le tome 5 et le tome 6, parce que j'avais plus d'argent. Mais franchement, les 4 tomes, c'est du 10 sur 10. Chaque tome est meilleur que le précédent. Franchement, je trouve ça d'une perfection de scénario. Alors qu'en plus, le scénario, à la base, tu te dis, voilà. Tu te dis, c'est Nightwing qui essaye de défendre sa ville. Comme Batman, c'est des trucs qu'on a vu 400 000 fois. Mais, là, c'est une nouvelle série. C'est. Le truc, en fait, les comics, c'est comme la pâtisserie. Attention, vous allez voir la métaphore. Quand c'est simple, mais que c'est bien fait, c'est parfait. C'est-à-dire que c'est un super-héros. Dans une ville, il y a des méchants. Fin, c'est pas plus que ça. C'est pas plus. Alors, il y a des péripéties, les méchants essayent de le tuer, nanani, nanana. Mais ce n'est pas plus que ça. Mais,
ça revient à la base de l'héroïsme. Ça revient à la base de l'univers du Batman, parce que Nightwing à la base c'est Robin, hein, on rappelle. Mais c'est beaucoup plus lumineux que Batman, tu vois. Là où Batman, Gotham City, il fait nuit tout le temps, il pleut, il fait froid, les gens sont déprimés, tout le monde se bute. Là, Blüdhaven, du coup la ville de Nightwing, il fait souvent soleil, il fait jour, il y a de la couleur, il y a de la couleur, il y a de la couleur, alors que dans Batman, oh, un peu grisouille quand même, hein. Donc non, ça c'est, je pourrais vous en parler pendant des années, des années, des années. C'est une excellente porte d'entrée pour découvrir le personnage. C'est, enfin, c'est immense, immensissime ce qu'ils ont fait avec ce personnage. En plus, il y a le personnage du coup du méchant principal qui s'appelle le Sans-Cœur, que je trouve que je trouve trop cool. Il y a du coup aussi pas mal de caméos des fois des Teen Titans parce que du coup les deux séries en fait se passent globalement en même temps. Donc c'est ouais non non c'est assez exceptionnel. Il y a même une histoire à un moment donné avec Gueule d'Argile dans le tome 2. Enfin ouais mais, enfin regardez-moi les dessins encore une fois quoi. Ça pour moi c'est du grand art quoi. Je trouve ça je trouve que c'est de l'action, c'est de l'humour, c'est de l'amour, c'est tout, c'est brillantissime ce qu'ils ont fait. Donc voilà, c'était ma collection de comics de DC. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si jamais, oh, lâchez un like, un petit commentaire gentil ou un commentaire pas gentil, je vous répondrai et je vous dirai que vous aimez pas le cinéma, mais ça c'est pas grave. Enfin bref, grosse bise, hein, c'est l'été, amusez-vous bien, et puis c'était Captain, on se retrouve bientôt pour de nouveaux films, notamment Deadpool 3. Allez, peace et vive les comics.